J'ai ouvert l'enveloppe en pensant que c'était une carte d'anniversaire, mais en fait, c'était une facture. Une facture pour loger chez moi. Il me faisait payer un loyer, mes propres enfants. J'avais construit cette maison avec mon défunt mari, brique par brique. Chaque recoin était rempli de souvenirs. Premier pas, dîner de Noël, histoire du soir. Et maintenant, il me faisait payer pour y vivre comme une étrangère louant une chambre sur Airbnb. Je n'ai pas compris au début. J'ai cru que c'était peut-être une erreur, mais non. Ma belle-fille m'a dit, on ne peut plus te laisser vivre ici gratuitement. Les temps sont durs. Ils ont même rédigé un contrat de location. J'ai ressenti une oppression. Pas seulement à cause du choc, mais aussi à cause de la trahison. Je les ai élevés avec tout ce que j'avais. J'ai sacrifié mes vacances, mon confort, même mon épargne retraite pour qu'ils puissent aller à l'université, fonder une famille, vivre mieux que moi. Et maintenant, ils voulaient que je paie pour faire partie de la vie que je leur avais offerte. Je me suis assise dans la pièce que j'appelais autrefois mon sanctuaire et j'ai fixé ce bout de papier. Ils pensaient que j'allais me laisser faire. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai appelé un avocat et j'ai fait un choix qu'ils n'avaient jamais vu venir. Je m'appelle Margaret Lell. J'ai 72 ans, je suis mère de 3 enfants, grand-mère de 6 petits-enfants et veuve depuis 35 ans. Je ne suis pas riche, pas au sens où les banques mesurent la richesse, mais ma vie était remplie de richesses que l'argent ne pouvait acheter, du moins c'est ce que je pensais. J'avais 37 ans lorsque mon mari Thomas et moi avons acheté la petite maison à 2 étages près de Lansing, dans le Michigan. Il était mécanicien et je travaillais comme secrétaire d'école. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions de l'amour et des rêves. La maison était notre plus gros investissement, mais aussi notre plus grande fierté. Chaque salaire que nous gagnions, nous en consacrions un peu pour en faire un foyer. Pas seulement une structure, mais un lieu empreint de chaleur, de sécurité et de tradition. Nos 3 enfants, David, Samuel et la petite Émilie, ont grandi entre ces murs. Ils ont gravé leur nom dans l'arbre du jardin. Ils se disputaient pour savoir qui aurait la plus grosse part de tarte. Ils s'endormaient avec des histoires et se réveillaient avec l'odeur des crêpes. Nous n'avions jamais eu la télévision par câble, mais nous faisions des batailles de boules de neige, des puzzles familiaux et des feux de joie dans le jardin. Je me souviens encore de leurs bottes boueuses près de la porte, des rires qui résonnaient dans le couloir, et de la façon dont ils se glissaient tous dans notre lit quand les orages les effrayaient la nuit. Thomas est décédé quand j'avais 58 ans. Une insuffisance cardiaque. Soudain. Une minute, il était dans le garage en train de fredonner un morceau des Beatles. La minute suivante, j'appelais les secours les mains tremblantes. Le perdre, c'était comme si la terre s'était fissurée sous mes pieds. Mais je tenais à mes enfants, à mes petits-enfants, à la maison que nous avions construite ensemble. Après son décès, les enfants ont commencé à me rendre visite plus souvent. Au début, ça me faisait chaud au cœur. David passait le dimanche. Émilie appelait tous les matins. Samuel m'aidait à réparer la clôture et à tondre la pelouse. Je pensais que c'était l'amour ou le chagrin, peut-être. Mais petit à petit, les choses ont changé. David a perdu son emploi. La femme de Samuel a commencé à chuchoter dans les coins. Émilie, ma chère petite fille, a épousé un homme capable de vendre ses propres chaussures et de la convaincre de dire merci. J'ai remarqué que de petites choses disparaissaient de la maison. Une vieille montre de Thomas, le vase ancien de ma mère. Il prétendait prendre soin des choses ou les garder en sécurité. Puis sont arrivées les demandes d'argent. Quelques centaines pour une réparation de voiture, un petit prêt pour rembourser un prêt immobilier, une aide pour les frais de scolarité des petits-enfants. Je donnais sans compter. Je voulais être le genre de mère qui donne sans compter. Mais lorsque les demandes se sont transformées en attentes, j'ai commencé à sentir quelque chose se déplacer au plus profond de moi, comme si le sol chaud de la famille avait commencé à pourrir. Ils ont cessé de demander et sont devenus exigeants. Quand j'hésitais, ils me culpabilisaient. Maman, tu as toujours dit que la famille passait avant tout, ou pire. Veux-tu que tes petits-enfants souffrent? Je n'ai jamais vu la situation dans son ensemble jusqu'à l'année dernière. C'est alors que David m'a suggéré de le laisser gérer mes finances pour me faciliter la tâche. Il a dit, j'étais d'accord. J'étais fatigué. Je ne voulais pas discuter. Je lui faisais confiance. Mais ce que j'ignorais, c'est que lui et sa femme avaient mis la maison à son nom, l'avaient transférée légalement à mon insu, tout en s'occupant de quelques formalités administratives. L'acte de propriété, la taxe foncière, tout. Je n'avais aucune idée de ce que j'avais signé. Je l'ai appris à mes dépens.
C'était un froid matin de février lorsque j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre soigneusement dactylographiée avec un contrat de location et une facture de loyer rétroactif de près de 4 800 $ pour ma propre maison. Au début, j'ai cru à une blague. Puis j'ai pensé que David avait peut-être perdu la tête. Mais quand je l'ai appelé, sa femme a répondu. « Salut, Margaret », a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait à une voisine éloignée. On se demandait quand tu recevrais ça. La situation est difficile et il est juste que tout le monde contribue. Juste. Ce mot m'a frappé comme de la glace. C'était la même femme qui n'avait jamais travaillé de sa vie, qui portait des chaussures de marque en me demandant de l'aide pour payer les factures d'électricité. La même femme qui avait souri quand je préparais des biscuits au lieu d'en acheter pour les enfants. Maintenant, elle voulait payer le loyer. Je lui ai demandé de passer David. Elle a ri. Il est occupé. Lis juste la lettre. Nous attendons ton paiement avant le 1er. C'est là que j'ai compris que je n'étais plus leur mère. J'étais un fardeau, une responsabilité, un moyen de gagner de l'argent. J'ai pleuré ce soir-là. Mais pas pour moi. Pour la famille que je croyais avoir, pour les années que j'avais données, les fêtes que j'organisais, les anniversaires que je ne manquais jamais. J'étais assise à la table de la cuisine, une tasse de thé refroidissant dans les mains. Et je pensais à tous les sacrifices que j'avais faits. Je m'y étais entièrement investie. Je ne me suis jamais remariée. Je n'ai jamais voyagé. Je vivais simplement pour qu'ils puissent bien vivre. Et maintenant, ils voulaient que je paie un loyer pour la vie que je leur avais donnée. Mais ils ont commis une erreur. Ils m'ont sous-estimé. Voyez-vous, ce qu'ils ne savaient pas, ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est que Thomas et moi avions une autre propriété, un petit duplex près de Grand Rapides. Je l'ai acheté comptant durant nos jeunes années, et je l'ai conservé dans une fiducie à mon nom. Nous utilisions le loyer pour épargner en secret. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Et maintenant, il était temps de l'utiliser. Car pendant qu'il manigançait, je recevais des conseils juridiques. Et j'ai appris quelque chose d'important. Quand quelqu'un vous prend une maison injustement, même si c'est un membre de la famille, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez vous battre. Et je l'ai fait. Après l'arrivée de la facture, tout a changé. Plus de faux-semblants, plus de sourires polis, plus d'illusions que c'était toujours ma maison. David et sa femme Rachel l'ont fait comprendre avec une clarté douloureuse. J'étais désormais une invitée dans ce qui était ma maison. Et pas seulement une invitée, mais une invitée indésirable. Ils ont commencé par des détails, presque comme s'ils voulaient me briser lentement. Un jour, j'ai remarqué que mon fauteuil préféré, celui dans lequel je m'asseyais pour tricoter, siroter du thé et observer les oiseaux, avait disparu. « Oh, on l'a déménagé au sous-sol », a dit Rachel d'un ton désinvolte quand je lui ai demandé. Le nouveau canapé n'était pas assorti. J'espère que ça ne vous dérange pas. Ça m'a dérangé, mais je n'ai rien dit. Ensuite, ce sont les photos. Petit à petit, les photos de Thomas et moi ont été retirées et remplacées par des photos encadrées des enfants de David, de son mariage, de ses vacances. Mon histoire disparaissait des murs. Et puis sont arrivées les corvées. Rachel a commencé à oublier des choses. Le linge s'accumulait, la vaisselle restait dans l'évier, les jouets partout, et quand je rangeais par habitude, elle me remerciait gentiment. « Tu es d'une telle aide, Margaret. Je ne sais pas comment on ferait sans toi. » Ce n'était pas un compliment. C'était du conditionnement. Je devenais la bonne à domicile, la gouvernante bénévole, la vieille femme invisible qui devrait juste être reconnaissante d'avoir un toit. Au dîner, j'étais la dernière servie s'il en restait. Parfois, ils oubliaient complètement de m'appeler. La première fois, j'ai cru à une erreur, mais ensuite c'est devenu une habitude. Un soir, ils avaient invité des amis pour un barbecue. J'ai senti l'odeur de la nourriture depuis l'étage et je suis descendue en pensant que j'allais aider ou au moins leur dire bonjour. Rachel m'a repérée et s'est figée. « Oh, on ne pensait pas que tu voudrais nous rejoindre », a-t-elle dit avec un sourire faux. « C'est surtout notre groupe. » Leur groupe. Je suis restée là, clignant des yeux, à regarder les gens rire sur la terrasse. Des inconnus dans mon jardin, utilisant mon barbecue, buvant dans les verres que Thomas et moi avions choisis pour notre anniversaire. Personne ne m'a invité à m'asseoir. Personne n'a proposé d'assiette. Je me suis retournée et je suis remontée. Ce soir-là, j'ai mangé un bol de céréales froides, seule dans la buanderie. Même Émilie, ma douce, a commencé à s'éloigner. Son mari, Justine, avait toujours le don de déformer les choses. Il lui disait des choses comme «
Ta mère a tellement de chance que David s'occupe d'elle. Imagine si elle n'avait personne. Tu devrais être plus reconnaissante. Elle a commencé à appeler moins souvent. Quand je lui ai demandé si je pouvais lui rendre visite, à elle et à ses petits-enfants, elle m'a répondu qu'ils étaient occupés ou en voyage. Je l'ai vu sur Facebook aux eaux du coin la même semaine. Samuel, eh bien, il est resté discret. Il l'avait toujours fait, mais il a arrêté de venir. Avant, il venait me voir tous les dimanches, m'aidait au jardin. Maintenant, il m'envoyait des textos rapides, généralement courts et robotiques. J'espère que tu vas bien, maman. À bientôt. Je n'étais pas stupide. Je voyais bien ce qui se passait. Rachel tirait les ficelles. David était trop lâche pour dire non, et les autres ont accepté, car c'était plus facile de m'ignorer que de lui tenir tête. Tout a dégénéré. Le jour de Thanksgiving, j'avais préparé tous les repas de Thanksgiving depuis plus de 40 ans. Même l'année où Thomas est mort, j'ai réussi à préparer un repas parce que c'était important pour moi, parce que c'était une affaire de famille, parce que c'était la nôtre. Mais cette année, Rachel a dit qu'elle voulait recevoir. Elle m'a dit de ne m'inquiéter de rien. Détends-toi, m'a-t-elle dit. Je n'ai pas discuté. J'ai attendu toute la matinée qu'on m'appelle. Personne n'est venu. J'entendais de la musique, des rires, des assiettes qui s'entrechoquaient. Vers 22 heures, je suis finalement descendue. Ils étaient déjà attablés. Émilie et Samuel étaient là, leurs conjoints, les petits-enfants, tous rassemblés autour de la table que j'avais astiquée à l'huile de citron 2 jours auparavant. Rachel a levé les yeux, surprise. « Oh, personne ne t'a prévenu ? On pensait que tu préférerais rester en haut et te reposer. » Je suis restée là, tremblante. Mes propres enfants refusaient même de me regarder dans les yeux. Ils avaient mangé sans moi, fait la fête sans moi. Je n'étais même plus une invitée. J'étais une ombre. Plus tard dans la soirée, Rachel a laissé une assiette en carton recouverte de papier aluminium dans l'escalier avec un post-it. Je t'en ai gardé un peu. Joyeux Thanksgiving. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas pleuré non plus. Plus maintenant. J'ai commencé à ranger mes affaires en silence. Un pull par-ci, un album photo par-là. Je les ai mises dans des sacs poubelles et cachées à l'arrière de ma voiture. Chaque fois qu'elles sortaient, je bougeais un peu plus. Elles ne s'en sont jamais aperçues. Un jour, j'ai entendu Rachel parler à son amie au téléphone dans la cuisine. On va rénover l'étage après son départ. David a dit légalement qu'on n'avait qu'à la prévenir 30 jours à l'avance. J'ai hâte. J'en ai marre qu'elle rampe comme un fantôme. C'était ça. C'était la trahison ultime. Non seulement il m'avait fait sortir de chez moi, mais il prévoyait de me mettre dehors comme une ordure, comme si je n'avais aucune importance. Mais ce qu'ils ignoraient, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais déjà trouvé une avocate, une femme discrète et intelligente nommée Claire, spécialisée dans la maltraitance des personnes âgées et les litiges immobiliers. Elle m'a dit que j'avais des options, plus que je ne le pensais. Voyez-vous, la fiducie que Thomas et moi avions créée il y a des années, celle qui possédait le duplex à Grand Rapide, contenait aussi une clause, une solution de repli, un filet de sécurité. La fiducie stipulait que si jamais ma famille me rendait insécure en matière de logement, je pourrais utiliser les revenus et la valeur nette du duplex pour acheter ou récupérer un bien. Je pourrais financer un litige. Je pourrais même intenter une action en dommages et intérêts, et j'avais l'intention de le faire. Mais d'abord, je voulais qu'il ressente ce que je ressentais. Je voulais qu'il sache ce que c'est que d'être pris au dépourvu. Alors, j'ai attendu tranquillement, patiemment, comme on m'avait appris à le faire. J'ai joué le rôle de la grand-mère docile, du fardeau, de l'ombre passive. Et puis, un lundi matin, j'ai glissé 3 enveloppes sous 3 portes. Chacune était étiquetée à leur nom. À l'intérieur se trouvait un avis officiel de départ, signifié légalement par l'avocat, avec une date d'audience à suivre en cas de refus. Ils étaient perplexes, bien sûr. En colère. Rachel a fait irruption dans ma chambre en hurlant et en agitant le papier. « Vous ne pouvez pas nous expulser. Cet œil est notre maison. »« Non, » ai-je dit, la tête haute. C'était à moi. Et tu me l'as pris. Maintenant, je te le reprends. Ils ont menacé. Ils ont pleuré. Ils ont supplié. Mais je n'ai pas bronché. J'avais retrouvé ma voix. Et je l'utilisais enfin. C'est la fête d'anniversaire de Rachel qui a tout bouleversé pour de bon. La maison était pleine à craquer. Des ballons,
des plats préparés par un traiteur, de la musique à faire trembler les fenêtres. Je n'avais pas été invitée à l'organisation. On ne m'avait pas demandé d'aider. Je ne connaissais même pas la moitié des invités. Je suis restée en haut presque toute la journée à lire en silence. J'essayais de me convaincre que je m'en fichais, mais au fond de moi, je savais que je ne lisais pas. J'attendais que quelqu'un m'appelle, me propose une assiette, me demande si j'allais bien. Justin. Personne ne l'a fait. Vers 17 heures, j'ai entendu des rires devant ma porte. Puis un clic sec. Je me suis levée, je me suis dirigée vers la poignée et j'ai essayé de la tourner. Verrouillée. J'ai réessayé. La porte ne bougeait pas. J'ai frappé doucement d'abord, puis plus fort. Pas de réponse. J'ai tapoté mon téléphone. Pas de réseau. Rachel avait mis à niveau le Wi-Fi le mois précédent et comme par hasard, m'avait laissé sans le nouveau mot de passe. J'étais déconnectée de tout. Après quelques minutes supplémentaires à frapper et à appeler, je me suis assis sur le lit. C'était peut-être un accident. Peut-être qu'un des enfants jouait. Mais 1 heure passa. Puis 2. La musique en bas continuait. Je les entendais chanter « Joyeux anniversaire ». Je sentais l'odeur du poulet rôti, du gâteau à la cannelle que je lui préparais avant qu'elle puisse se permettre mieux. Et pourtant, personne ne venait. La lumière du couloir sous ma porte s'est éteinte. Il ne venait pas. Je n'ai pas pleuré au début. Je suis resté assis là, engourdi. J'ai regardé autour de moi dans la petite pièce encombrée, autrefois ma chambre, maintenant un espace de rangement où il me laissait dormir. Il y avait un miroir sur la commode en face du lit. Je fixais mon reflet, les rides de mon visage, le chagrin dans mes yeux. Je ne voyais pas de mère. Je n'ai même pas vu personne. J'ai vu ce qu'ils avaient dû voir. Quelque chose qui les encombrait. Quelque chose à gérer, à déplacer, à enlever. Quand ils ont enfin déverrouillé la porte le lendemain matin, Rachel a fait mine de s'étonner. « Oh, je ne savais pas qu'elle était verrouillée. Tu aurais dû appeler quelqu'un. » Je ne lui ai pas répondu, car je connaissais la vérité. Ils m'avaient enfermée pour me tenir à l'écart. J'étais devenue leur honte, leur secret, la vieille femme qui vivait à l'étage comme une relique indésirable. Peu de temps après, la trahison finale est arrivée. La trahison à laquelle je ne m'attendais pas. Émilie allait se marier. Ma petite fille. Elle ne me l'avait pas dit. Je l'ai appris par une publication Facebook. Une photo d'elle tenant sa bague de fiançailles, entourée d'amis, avec la légende « J'ai hâte d'épouser ma meilleure amie, Anne ». Finalement, je me suis assise dans la cuisine, le téléphone à la main, lisant la légende encore et encore. Pas d'appel, pas de carte, pas de visite. J'ai attendu 3 jours avant de lui en parler. Elle est venue déposer quelque chose, et je l'ai interpellée gentiment. « Amy, tu te maries ?» Elle a semblé surprise, puis coupable. « Ah oui. Je voulais te le dire, maman. C'était juste un peu mouvementé. Tu voulais me le dire ? Eh bien, Rachel a dit, ce serait peut-être mieux si on faisait simple. Tu sais comme c'est tendu lors des réunions de famille ? Je l'ai dévisagé. Donc, je ne suis pas invitée. Elle hésita. Ce sera vraiment petit. Juste des amis, juste notre génération. J'ai hoché la tête lentement. Même pas tes frères. Ils comprendront. Ce n'est pas personnel. Mais c'était personnel. C'était une coupure nette. La dernière. Le genre qui ne saigne pas tout de suite, mais qui s'enfonce plus profondément avec le temps. Je ne suis pas remontée. Je ne me suis pas couchée. Je suis restée assise dans le garage ce soir-là, le garage de Thomas. Ses vieux outils étaient encore accrochés au panneau perforé, couverts de poussière. J'ai passé mes doigts sur le manche de sa clé à molette préférée et j'ai laissé couler les larmes. Pour la première fois depuis des mois, j'ai tout lâché. J'ai sangloté comme une femme qui a perdu plus qu'une maison. Parce que j'avais perdu la famille que j'avais construite, les enfants que j'avais élevés, l'avenir en lequel je croyais. Ce n'était plus une question de maison. Ce n'était même pas une question de trahison. C'était la prise de conscience que l'amour que j'avais donné n'était pas réciproque. Et peut-être ne l'avait-il jamais été. Quand les larmes ont enfin séché, je n'ai plus rien ressenti. Ni rage, ni vengeance, juste du calme. Je me suis préparé une tasse de thé et je suis resté assis près de la fenêtre jusqu'à l'aube. Ce matin-là, Rachel m'a trouvé assis là. « Tu nous as fait peur », a-t-elle dit d'un ton neutre. « Tu n'es pas rentré hier soir. » Je réfléchissais. Ai-je dit ? À quoi ?
Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai souri. À quel point les choses ont changé. Elle a ri nerveusement. Eh bien, les choses changent toujours. C'est la vie. Mais cette fois, je ne parlais pas du temps. Je parlais de moi. C'était le point de non-retour. Non pas parce que je voulais leur faire du mal, mais parce que j'ai finalement compris qu'ils ne cesseraient jamais de me faire du mal. Ils pensaient que j'étais brisé. Ils pensaient que j'étais faible, trop vieux pour me défendre. Ils pensaient que je n'avais nulle part où aller. Que j'avais de la chance d'être autorisé à rester sous leur toit, même si cela signifiait être ignoré, méprisé et enfermé comme un désagrément dû à la vieillesse. Mais je n'avais jamais été impuissante. J'étais juste restée silencieuse. Il y a une différence. La même femme qui élevait 3 enfants avec un seul salaire tout en cumulant 2 emplois, un le jour et un autre comme femme de ménage le soir, ne s'était pas contentée de survivre toutes ces années. Elle avait tout planifié, préparé, protégé. Thomas et moi avions tout construit, y compris la maison. Il l'ignorait, bien sûr. Rachel se croyait astucieuse, en poussant David à me forcer à signer un transfert de propriété temporaire à mon emménagement, prétextant que c'était pour ma protection. Elle ne réalisait pas que je n'avais jamais signé la version finale. J'avais gardé les documents non signés soigneusement rangés dans mon classeur et je les avais laissés croire au mensonge. En réalité, la maison avait été placée dans une fiducie entre vives des années auparavant, une fiducie que Thomas et moi avions créée après son premier AVC. La maison n'avait jamais été entièrement au nom de David, pas légalement. Elle appartenait à la fiducie, et en tant que fiduciaire, j'en avais toujours tous les droits. Rachel pouvait décorer, réaménager et organiser des fêtes, mais elle ne pouvait pas modifier l'acte. Elle ne pouvait pas vendre. Et elle ne pouvait absolument pas m'expulser, mais ils ne le savaient pas. Et je ne les ai pas corrigés, car j'avais besoin de temps. Il était temps de rassembler des preuves. Il était temps de monter mon dossier. Il était temps de les regarder s'enterrer. J'ai commencé à tout sauvegarder. Chaque SMS grossier, chaque message vocal, chaque ticket de caisse que j'avais payé sans remerciement. J'ai pris des photos de la porte verrouillée. J'ai tenu un journal quotidien, notant chaque fois qu'il m'excluait des repas ou des événements familiaux. Quand Émilie a confirmé que Rachel lui avait dit de ne pas m'inviter au mariage, j'ai également pris une capture d'écran de ce message. Je suis aussi allée à la banque. L'argent que Thomas et moi avions économisé était plus important qu'il ne le pensait. Des années de frugalité, d'investissement judicieux, une retraite, la sécurité sociale et un petit duplex tranquille à Grand Rapide que Thomas avait racheté en 1992 pour 40 000 $, qui vaut maintenant 10 fois plus. Je n'étais pas riche, mais je n'étais pas coincée non plus. J'ai engagé une avocate. Elle s'appelait Claire Martinez. Jeune, vive et fougueuse. Elle était spécialisée dans les droits des aînés et la protection des successions. Et quand je lui ai raconté mon histoire, elle n'a pas sourcillé. « Vous n'êtes pas la première », a-t-elle dit. « Mais c'est toi qui peux te défendre. » Elle examina la fiducie, les registres fonciers, la prétendue facture qu'il m'avait envoyée pour couvrir mes dépenses. Elle éclata de rire en la voyant. « Ils t'ont facturé la nourriture et le papier toilette chez toi, dit-elle. On va tout déchirer. » Elle rédigea les documents en silence. Un avis de départ, légal et contraignant, une déclaration sous serment établissant que je continuais à résider légalement, une requête pour reprendre la gestion exclusive de la fiducie pour abus d'influence et maltraitance envers les personnes âgées, et, juste pour le plaisir, une lettre de mise en demeure avertissant Rachel de ne pas s'immiscer dans mes affaires juridiques, avec un rappel peu subtil que se faire passer pour un propriétaire était un crime. Je ne les ai pas signifiés tout de suite. Non, j'ai attendu parce que, même si je voulais que justice soit faite, j'avais besoin qu'il se révèle pleinement. J'avais besoin que mes enfants, mes vrais enfants, voient qui était vraiment Rachel. Alors j'ai attendu. J'ai fait semblant d'être plus petite, plus silencieuse, et même un peu confuse. J'ai fait comme si je ne comprenais pas comment fonctionnaient les services bancaires en ligne, comme si j'ignorais ce qu'était Venmo. J'ai même demandé à Rachel comment faire des recherches sur Google, juste pour la voir sourire en coin et lever les yeux au ciel. Et pendant qu'elle se moquait de moi dans mon dos, j'ai fait installer une nouvelle imprimante sans fil dans ma chambre. Tout ce qu'il m'envoyait. J'ai imprimé chaque facture, chaque liste de courses avec les prix surlignés, chaque SMS me demandant de faire ma part ou de commencer à acheter mon propre shampoing. Tout a été rangé dans une chemise en papier craft marquée comme preuve. J'ai même installé une caméra pour Nounou dans le couloir. Oui, une caméra pour Nounou. Je l'ai achetée en ligne avec une carte Visa prépayée, et je l'ai fait livrer chez mon amie Denise, de l'autre côté de la ville.
Elle me l'a déposé lors de son point de contrôle hebdomadaire, pour lequel Rachel, comme par hasard, quittait toujours la maison. La caméra ressemblait à une simple veilleuse, mais elle captait tout. Chaque roulement d'yeux, chaque remarque sarcastique sur l'inutilité des personnes âgées, chaque fois que Rachel disait à ses petits-enfants de ne pas déranger grand-mère parce qu'elle était de mauvaise humeur. Le pire, c'est que je n'avais même pas l'impression d'espionner. C'était plutôt de la survie. Chaque jour, j'enrichissais ma collection. Chaque soir, je visionnais les images et prenais des notes. Je ne cherchais pas le drame. Je collectais des preuves. Et plus j'en voyais, plus je devenais résolue. Je ne faisais plus ça juste pour moi. Je le faisais pour tous les parents âgés qui avaient été rejetés, rabaissés ou traités comme des moins qu'humains simplement parce qu'ils grandissaient plus lentement ou ne comprenaient pas TikTok. Je le faisais pour la mère de mon groupe de soutien qui avait été placée en maison de retraite sans son consentement. Pour la veuve à l'église qui avait dû poursuivre sa propre fille en justice pour récupérer ses bijoux. Et surtout, je le faisais pour Thomas. Parce que s'il avait vu ce qu'il me faisait subir, à moi, sa Maggie, sa fille pour toujours, il aurait fait un enfer. Je lui devais de le faire maintenant. C'est arrivé un dimanche. Ensoleillé, lumineux et chaud. Une de ces rares journées du Michigan qui semblent bénies. La fête prénuptiale d'Emily battait son plein. Organisée dans le jardin de ma maison, bien sûr. Des chaises pliantes blanches alignées sous une tente louée. Des ballons roses et dorés. Un bar à boissons avec un bar à mimosa écrit en cursive sur un tableau noir. Des inconnus remplissaient l'espace. Des amis de fac, des cousins éloignés, quelques amis de Rachel qui parlaient toujours trop fort et souriaient trop largement. Je n'étais pas invitée. Rachel l'avait bien dit. Ce ne sont que des jeunes, dit-elle d'une voix mielleuse. Tu n'apprécierais pas vraiment. Tout ce bruit, vous savez, mais j'avais quelque chose à livrer et ça ne pouvait pas attendre. J'ai enfilé la même robe que j'avais portée au dîner de départ à la retraite de Thomas, bleu marine avec des boutons de nacre, et j'ai soigneusement repoussé mes cheveux en arrière. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai murmuré « C'est l'heure ». Puis j'ai pris l'enveloppe en papier craft que j'avais cachée sous mon lit pendant des semaines et je suis sortie. Les conversations se sont tues presque instantanément. Certains des plus jeunes invités ont juste souri gênés, ne sachant même pas qui j'étais. D'autres, ceux qui savaient exactement qui j'étais, se tortillaient, mal à l'aise, observant Rachel du coin de l'œil. Rachel m'a repéré de l'autre côté de la pelouse, debout près de la table des desserts, une assiette à la main. Son sourire s'est estompé. « Maman, que fais-tu ici ?» a-t-elle demandé, la voix tendue, mais essayant toujours de paraître aimable. « Je suis venue offrir un cadeau à Emily. » ai-je dit doucement. « Oh, eh bien, attends peut-être à l'intérieur, on te l'amènera après. » « Non, maintenant, ça va. » Emily avait l'air surprise mais polie. « Salut, maman, » a-t-elle dit en hésitant. « C'est gentil à toi. » Je me suis approchée, lui ai mis l'enveloppe dans les mains et lui ai souri. « C'est pour toi, » ai-je dit. « Mais ce n'est pas seulement pour ton mariage. Je pense que tout le monde ici devrait l'entendre. » Rachel s'est rapprochée, soudain nerveuse. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire, mon avocate, s'est avancée du fond de la tente. Elle était arrivée quelques minutes avant moi, sans que je la remarque. Elle portait un blazer gris et une assurance sereine. Elle m'a fait un signe de tête. « Mesdames et messieurs, » dit-elle fermement, la voix projetée. « Je m'appelle Claire Martinez. Je suis ici aujourd'hui au nom de Margaret Thomas, propriétaire, fiduciaire et résidente légale de cette propriété. » Avec effet immédiat, elle récupère sa maison, sa dignité et ses droits. Un silence stupéfait s'abattit sur la cour. Rachel laissa échapper un petit rire essoufflé. « Je suis désolée. »« Quoi ?» Je me tournai lentement vers elle. « Tu vis chez moi, Rachel. Ni chez toi, ni chez David. À moi. La fiducie n'a jamais été transférée. Les papiers que tu croyais avoir signés n'ont jamais été finalisés. Tu étais une invitée ici, une invitée irrespectueuse. » Claire brandit un deuxième dossier. Ceci est un avis de départ. David et toi avez 30 jours pour quitter cette propriété avec vos biens. Tout manquement à cette obligation entraînera des poursuites judiciaires. Les gens étaient fixés sur moi. Des caméras apparaissaient, des téléphones enregistraient silencieusement. Le visage de Rachel était figé, un masque d'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieuse, cracha-t-elle. Oh, je suis sérieuse, dis-je. Et le tribunal aussi. Les preuves que nous avons recueillies démontrent des abus financiers, de la négligence émotionnelle et de la coercition.
Tu m'as enfermée dans ma propre chambre, Rachel. Tu m'as construite pour dormir sous mon propre toit, et tu as fait en sorte que tout le monde me traite comme une arrière-pensée. David sortit alors, désorienté par le brouhaha. Claire lui tendit une copie des documents juridiques. Il parcourut la page, le visage blême. C'est ridicule, marmonna-t-il. Tu exagères. Non, dis-je, calme et mesuré. Je réagis juste assez. Émilie baissa les yeux vers son enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur, il n'y avait pas d'argent. C'était une lettre de moi et un chèque. Pas pour son mariage, mais pour son avenir, si elle choisissait une meilleure voie. Je ne t'ai pas exclu de ma vie, Amy, dis-je doucement. Tu m'as quitté, mais il n'est pas trop tard pour revenir. Non pas comme une fille qui prend, mais comme une fille qui respecte. Les invités changeaient de position. Chuchotements, halètements. Quelques personnes s'éloignèrent complètement de Rachel, faisant semblant de resservir des verres pour échapper à l'attention, poursuivit Claire. Nous avons également déposé une plainte officielle auprès de l'Agence de protection des personnes âgées du comté. Cette affaire pourrait faire l'objet d'une enquête plus vaste si nécessaire, mais Margaret a choisi pour l'instant de régler cela de manière civile. Rachel avait l'air d'avoir envie de crier, mais elle ne le fit pas. Pas avec autant d'yeux braqués sur elle, pas avec un avocat à ses côtés et une douzaine de téléphones braqués sur elle. Au lieu de cela, elle se contenta de murmurer. « Depuis combien de temps prépares-tu ça ? » « Depuis le jour où tu m'as enfermée dans ma chambre, j'ai dit. Depuis le jour où tu m'as fait sentir comme un fardeau dans ma propre maison. » Je m'avançai, d'une voix basse mais claire. « Tu as oublié qui j'étais, Rachel. Je ne suis pas faible. Je n'ai pas fini, et je ne pars pas. » Émilie, pleurant doucement, ouvrit la lettre. Elle ne parla pas, mais ne défendit pas Rachel non plus. Tout était dit. Quand je revins à la maison, le jardin était à moitié vide. Claire resta pour répondre aux questions et distribuer des documents. Rachel s'éloigna en trombe, le visage rouge, entraînant David derrière elle. Personne ne s'est précipité pour les arrêter. J'étais assis dans le salon, sirotant tranquillement du thé pour la première fois depuis des années. Je me sentais à nouveau chez moi. Non pas parce que la maison avait changé, mais parce que moi, j'avais changé. Les retombées n'ont pas tardé à se faire sentir. Lundi matin, la vidéo de l'enterrement de vie de jeune fille avait fait le tour du web. D'abord via la story Instagram d'une cousine, puis partagée sur Facebook, et finalement, quelqu'un a mis en ligne toute la confrontation sur YouTube. Le titre, « Grand-mère éjacule sur son propre fils et sa belle-fille pendant l'enterrement de vie de jeune fille ». C'est devenu viral. Les commentaires ont afflué. L'énergie de la reine. C'est elle la vraie patronne. Que cela serve de leçon. Ne mordez jamais la main qui vous a levé. Le cercle de Rachel. Les amis qui s'étaient autrefois extasiés sur sa décoration intérieure et ses tableaux Pinterest ont pris leur distance presque du jour au lendemain. Personne ne voulait être vu prenant le parti de quelqu'un qui avait enfermé une femme âgée dans une pièce fermée à clé et lui avait fait payer un loyer chez elle. L'église locale a discrètement récupéré la place de Rachel au comité de l'événement. L'école où David était bénévole à temps partiel lui a demandé de ne pas revenir. Leur lien social avait disparu. Mais ce n'était que le début. David a appelé le premier. Il n'a même pas essayé de faire semblant d'être chaleureux. « Maman » a-t-il dit sèchement. « Ça nous gâche la vie. Tes actions ont gâché ta vie. » J'ai dit « Je ne te protège plus des conséquences. » Il est resté silencieux un instant, puis a prononcé les mots que j'avais attendus des mois, peut-être des années. « Je suis désolé. » Et pour une fois, je ne me suis pas précipité pour pardonner. « J'apprécie, » ai-je répondu. « Mais tu ne t'excuses pas seulement auprès de moi. Tu t'excuses auprès de tes enfants, de la mémoire de ton père, de la femme qui a tout abandonné pour que tu puisses faire des études supérieures et avoir un lit propre tous les soirs. » Il a essayé de rejeter la faute sur Rachel, prétendant qu'elle l'avait mis sous pression, manipuler les choses, et c'était peut-être le cas, mais je le lui ai rappelé. Tu l'as quand même laissé faire. Il n'a pas discuté. Ils ont déménagé en 3 semaines, discrètement. Pas de cris, pas de drame, juste des cartons et des sacs poubelles chargés dans un camion de déménagement par un mercredi matin gris. Je regardais depuis la fausse véranda. Rachel n'a pas levé les yeux. David a hoché la tête une fois lorsqu'ils sont partis. Ils ont fini par louer un petit appartement à la sortie de la ville. Denise m'a dit qu'ils avaient dû vendre une des voitures. L'entreprise de David, que Rachel avait aidé à gérer à temps partiel, a pris un coup lorsque sa réputation s'est dégradée.
Les clients se sont désistés. Les recommandations se sont taries. Le karma, diraient certains. Mais je ne me suis pas réjoui. J'ai juste respiré. Pour la première fois depuis des années, ma maison était à nouveau à moi. J'ai repeint la chambre d'amis, ouvert toutes les fenêtres et remplacé les rideaux gris terne par des rideaux légers et fleuris. J'ai fait don des meubles modernes de Rachel et ressorti le vieux rocking chair en chêne que Thomas adorait. J'ai même déballé sa photo bleu marine et l'ai remise au-dessus de la cheminée, à sa place. Émilie est revenue quelques semaines plus tard. Elle se tenait à la porte, les yeux larmoyants, un cadeau à la main. Une photo encadrée d'elle et moi, petite fille, en train de préparer des biscuits dans la vieille cuisine. « Je suis désolée de ne pas avoir parlé plus tôt », a-t-elle murmuré. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je ne savais juste pas comment y faire face. Je l'ai serrée dans mes bras. « Tu as fait face ?» J'ai dit que c'était l'essentiel. Elle me rendait visite plus souvent maintenant. Parfois avec un café, parfois avec des nouvelles du mariage qu'elle prépare maintenant, mais à une échelle beaucoup plus modeste. Et sans l'aide de Rachel, elle m'a même demandé si je pouvais l'accompagner jusqu'à l'hôtel. « Je sais que ce n'est pas traditionnel, a-t-elle dit. Mais tu es la personne la plus forte que je connaisse. » C'était la première fois depuis longtemps que je pleurais. Non pas de tristesse, mais parce que quelqu'un m'avait revu. Vraiment vu. Au fil du temps, le reste de la famille m'a peu à peu tendu la main. Certains se sont sincèrement excusés. D'autres ont maladroitement essayé d'arranger les choses sans jamais reconnaître ce qu'ils avaient laissé se produire. J'acceptais ce qui me semblait sincère, mais je ne rouvrais pas les portes par obligation. C'était le plus grand changement en moi. Je ne mesurais plus ma valeur à l'importance du besoin des autres ni à ce que je pouvais endurer en silence. Avant, je pensais qu'être fort signifiait ne jamais rien dire, ne jamais réagir. Mais je réalise maintenant que la force peut aussi signifier se tenir debout, dire « assez », et reprendre possession de son espace, de sa paix et de son nom. Je suis toujours bénévole au centre communautaire. J'ai créé un petit groupe de soutien pour les personnes âgées confrontées à la précarité du logement et aux violences familiales. Nous nous réunissons le mardi, prenons un café et racontons nos histoires, non pas avec honte, mais avec fierté. Une femme m'a dit « Tu m'as donné le courage de dire non à mon fils. » J'ai déménagé et emménagé dans une résidence pour personnes âgées. Ce n'est pas grand, mais je dors mieux. Cela signifie plus pour moi que n'importe quelle excuse. Ma maison est calme maintenant, paisible, sûre. Plus de portes verrouillées. Plus de factures de shampoing. Juste moi, mes livres, mon jardin et le fantôme de Thomas souriant à la façon dont tout s'est terminé. Je garde l'avis d'expulsion encadré dans mon bureau, non pas comme un trophée, mais comme un rappel que je n'ai jamais été un fardeau. J'étais une colonne vertébrale. Et il était temps qu'ils le reconnaissent enfin. Certaines fins ne se terminent pas par de grands feux d'artifice ou des applaudissements nourris. Certaines s'installent simplement dans une paix tranquille. Après tout, après la trahison, l'humiliation et l'expulsion, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le calme. Pas celui qui vient de la solitude, mais celui qui murmure « Tu es en sécurité maintenant ». Émilie continuait de me rendre visite. D'abord une fois par semaine, puis plus souvent. Elle m'a aidé à tailler les rosiers du jardin. Elle a appris à faire le pain à la cannelle de son grand-père de A à Z, comme nous le faisions avant. Et finalement, elle est venue avec quelqu'un, un homme gentil et doux nommé Marcus, qui me demandait toujours si j'avais besoin de quelque chose avant même de me saluer. Ils s'asseyaient en face de moi sur la balancelle du porche, me faisant part de leurs projets pour leur nouveau mariage modeste. Pas de lieu chic, pas de sculpture de glace ni de cocktail maison, juste des vœux d'amour et une famille. Une vraie famille. Quand Émilie m'a demandé si elle pouvait dire son nom sous l'érable du jardin, je n'ai pas hésité. J'ai dit oui. Et cette fois, c'était ma liste d'invités, mes conditions, ma maison. Ce moment, le jour où elle a traversé la pelouse pieds nus, vêtue d'une simple robe blanche, les larmes aux yeux et un sourire rien que pour moi. C'était la rédemption. Je n'avais plus besoin de vengeance. J'avais la guérison. Au fil des mois, j'ai pris une décision que j'avais prise en silence. J'ai appelé Claire, mon avocate, et j'ai révisé la fiducie. J'ai légué la majeure partie de la succession à un fonds qui soutient les personnes âgées fuyant des situations de maltraitance ou de manipulation. Logement, aide juridique, transport, et même soutien émotionnel. Je l'ai appelé le fonds de soutien. Pas pour moi,
mais pour tous ceux qui ont un jour eu l'impression que leur vie ne leur appartenait plus. J'ai donné sa part à Émilie. Mais je lui ai fait promettre quelque chose en retour. Utiliser cette part pour construire, pas pour impressionner. Et toujours se souvenir d'où l'on vient et de qui nous a soutenus quand les autres ne l'ont pas fait. Elle a hoché la tête en larmes. Je le ferai, grand-mère. Je le jure. Quant au reste de ma famille, certains ont disparu. Certains sont restés en marge, présentant des excuses superficielles, et j'ai accepté celles que je pouvais, mais j'ai cessé de vivre pour leur approbation. J'ai appris que c'est l'une des leçons les plus dures de la vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait partie de la famille qu'il est en sécurité. Et ce n'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit souffrir pour lui. L'amour ne devrait jamais être une transaction, un poids ou une facture collée à la porte de sa chambre. Avec le recul, je réalise que je n'ai jamais voulu me venger. Je voulais du respect. Je voulais que quelqu'un me regarde dans les yeux et ne voie pas un fardeau, mais une femme qui a élevé des enfants, enterré un mari, tenu une maison et n'a jamais demandé plus qu'un peu de gentillesse en retour. Je ne regrette pas de m'être défendue. Mais j'aurais aimé le faire plus tôt, car trop d'entre nous, surtout en vieillissant, apprennent à se replier sur eux-mêmes, à se taire, à éviter la confrontation au nom de la paix. Mais la paix construite sur le silence n'est qu'une jolie cage. La vraie paix vient quand on dit enfin, plus jamais. Ni avec rage, ni avec des cris, juste une vérité calme et inébranlable. Si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti mis à l'écart, si vous vous êtes déjà senti petit, inutile ou gênant chez vous, j'espère que vous vous en souviendrez. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous n'êtes pas trop lourd. Vous n'êtes pas impuissant. Vous êtes les racines de quelqu'un. Vous êtes sa colonne vertébrale. Et parfois, la force la plus silencieuse s'exprime avec le plus de force. Alors, tenez bon, dites votre vérité et n'ayez pas peur d'expulser ceux qui ont oublié votre valeur. Car votre maison, qu'il s'agisse d'un espace physique ou de votre cœur, vous appartient. Et personne n'a le droit de vous la prendre. Pas sans vous battre, et pas sans vous souvenir de qui l'a construite. Que auriez-vous fait si vos propres enfants vous avaient tourné le dos? Pensez-vous que je suis allé trop loin ou était-il enfin temps qu'ils apprennent une leçon? Partagez vos impressions dans les commentaires. Je les lis tous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. C'est peut-être vous. C'est peut-être quelqu'un que vous aimez. Levez-vous. Exprimez-vous. Restez fort.